Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Super content de vous voir, de pouvoir vous parler. Euh, Ça faisait tellement longtemps. Mais entre deux, il y a eu un déménagement. Comme ça. Euh, J'espère que vous allez bien. Donc, je sais pas s'il y a des gens. J'ai vu qu'il y a des personnes que je connais pas. Bienvenue. Ici, en fait, on parle de livres. Et puis autour du livre, quel genre de choses. Si je rapprochais le micro, ça serait mieux en fait. Il était de l'autre côté. Voilà. Je pense que vous allez mieux m'entendre comme ça. Voilà. Et, euh, et oui, si vous me dites, ah tiens, je connais cet auteur-là, cette autrice-là, ça m'intéresse, bonsoir, alors, euh, dites-moi, faut pas hésiter. Alors, euh, j'ai- j'étais en réunion commerciale sur l'île Saint-Denis, à Serendip. Je, vous je vous ferai découvrir deux petits bouquins qui sont, enfin deux livres qui sont sympas. Et puis, je suis passé aussi voir Jacqueline, mon amie Jacqueline, et on va commencer par ça, euh, par Max Jacob. Un petit peu de balade. Voilà, les balades de Max Jacob. C'est un éditeur que je connais pas du tout, qui s'appelle Les Nouvelles Éditions de Bresse, DEBRE2SE, qui était 38 rue de l'Université à Paris en 1954. Et c'est un ouvrage qui est magnifique, parce que, vous voyez, vous avez le texte, et vous avez le texte également écrit par Max Jacob, avec un petit rajout de Max Jacob en haut. C'est pas mal, c'est assez chouette. Balade de la visite nocturne. Quel hiver fut celui de 1929. Paris était de velours blanc, ses fenêtres en pierre de lune. Cette nuit-là, cette nuit de décembre, je m'éveillais dans la douillette chambre, hôtel Nollet. Je m'éveillais avec les raisons hagardes de la folie. De la folie. Dans la douillette chambre, chaudement, de laine épaisse à cause du gel, je m'habillais. Il était bien 2 heures, avec de bons gants velus et des raisons hagardes de la folie. Par ce froid, par cette nuit, par cette neige, où donc allez-vous à cette heure? Demandait le veilleur de nuit. À cette heure, vous ne trouverez pas de taxi. Veilleur de nuit. Je vais jusqu'au cirque du Temple. Quel hiver fut celui de 1929. Paris était de velours blanc, ses fenêtres en pierre de lune, et chaque rue, ombre et lumière. Chauffeur transi, conduisez-moi. Allez donc, je vous en prie, boulevard du Temple, au 108. C'était le seul taxi, le seul courant dans Paris à cette heure et dans la neige non souillée, à cette heure non souillée. Ah, qu'il avait neigé. Alors, mes yeux de feu, mes yeux d'apparition mystique ont contemplé cette fenêtre, la fenêtre où tu dors parmi les liens de tes parents, où tu dors, moi assis sur la neige d'un banc, et ta fenêtre en pierre de lune. C'est-il que vous êtes un somnambule? Demanda le chauffeur de taxi, inquiet. Car d'un malfaiteur, vous n'en avez point l'air. Sa maison était devant moi, sa maison avec la fenêtre, pareille à toutes les fenêtres. Nacre, mica aux pierres de lune. Alors, dans un rêve ou dans un sourire, comme un ange descendu exprès pour elle d'un paradis, j'allais toucher cette maison. Ôtez vos gants, ôtez vos gants. Puis la porte de sa maison. Ô toi qui dors à cet étage parmi les liens de tes parents, sens-tu qu'on touche à ta maison? Verras-tu dans ton rêve, endormi, celui qui touche à la porte, à cette porte de la maison, de ta maison? Ôtez vos gants,
ôtez vos gants. Le taxi ramena, presque évanoui de joie, de froid, d'amour, un homme en pleurs de joie, d'amour, de froid, d'amour, un homme en pleurs. Voilà, donc ce superbe livre ballade de Mike Jacob aux éditions de Bresse, édité en 1954. J'ai trouvé aucune référence, aucune source. Je ne sais pas s'il aura en trouvé, mais moi j'en ai pas trouvé. Alors, et puis, ce bouquin magnifique, alors vraiment extraordinaire, qui vient tout juste de paraître. J'ai pas totalement terminé, mais c'est vraiment un bouquin à avoir. Ça s'appelle Artisane de la paix, la lutte mondiale pour les droits des femmes après la Grande Guerre, de Mona L. Siegel, aux éditions des Femmes, Antoinette Fouque. Traduit de l'anglais États-Unis par Camille Chaplin. Alors c'est vraiment hyper intéressant. En fait, je pourrais vous lire le 4e de couverture, mais en gros, après la guerre de 14-18, en 1919, il va y avoir le traité de paix qui va être organisé, ça rame, j'ai l'impression, qui va être organisé à Paris. Et dans ce cadre-là, les femmes vont vouloir participer à ça. Sauf que c'est des hommes qui discutent de la paix, qui discutent de la guerre, qui discutent de tout ça. Donc c'est assez compliqué. Dans ce livre, il est traité plusieurs choses. Il est traité, donc la conférence de la paix de Paris, qui a lieu le 18 janvier, qui a commencé le 18 janvier 1919, la conférence interalliée des femmes, qui s'est tenue à partir du 10 avril, mais je vous expliquerai un petit peu le contexte. Le congrès panafricain qui s'est déroulé du 19 au 21 février, et du 12 au 17 mai, le congrès de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, qui se réunit à Zurich. Voilà. Alors, déjà, on commence par une chronologie du militantisme international des femmes en 1919. Donc là, vous avez effectivement tout ce qui s'est passé en 1919. C'est vraiment incroyable. Et la manière dont, en fait, cette conférence de la paix va faire que le mouvement féministe va... enfin, on va voir ces femmes du monde entier qui vont intervenir dans différentes conférences. Et voilà. Alors. Ah oui, une chose que j'ai découvert, le plaisir est parti. Bonsoir Seigneur. Une chose que j'ai découvert, que je connaissais pas, je suis un ignare hein, quand même, c'est en fait il y a les suffragettes et les suffragistes. Et les suffragistes, en fait, par exemple en 1914-1918, elles étaient avec les hommes par rapport à l'effort de guerre. Voilà, ce qui n'était pas du tout le cas des suffragettes. Et là, c'est principalement des suffragistes qui vont intervenir pour essayer de négocier et de rentrer dans cette conférence. Alors, et il y a certaines femmes, dont une femme qui est une femme française et un président américain. Ses talents d'organisatrice et sa détermination sans faille pourraient bien avoir fait de Marguerite de Witt-Schlumberger la militante pour les droits des femmes la plus influente à Paris en 1919. Mais par rapport à nombre d'autres chefs de file pour le droit de vote dans le monde occidental, Schlumberger était une nouvelle venue dans le mouvement. Elle était aussi loin d'être une suffragette radicale. Sa politique provenait d'un copieux mélange de morale chrétienne et de patriotisme républicain. Marguerite de Witt est née en 1853 dans une famille française de fervents protestants originaires des riches terres laitières de Normandie.
Son père a été maire d'un village et a ensuite siégé en tant que conservateur à la Chambre des députés. Elle a eu pour grand-père maternel le célèbre historien et homme politique François Guizot, qui a rédigé quelques-unes des premières lois françaises portant sur l'enseignement primaire. Donc, à 24 ans, elle a épousé Paul Schomberger, riche industriel de la région frontalière d'Alsace. Voilà, et puis elle a donné naissance à 6 enfants. La richesse offrait une vie de grand confort et comme nombre de femmes de sa classe, Schomberger se consacrait à élever ses enfants et à des œuvres de charité. Suivant l'exemple de sa mère, elle s'est d'abord engagée dans des activités visant à répondre aux besoins des femmes pauvres et elle a passé de nombreuses heures à visiter les prisonnières et à aider leurs enfants. Schomberger a en outre déployé beaucoup d'énergie dans des organisations de lutte contre la prostitution, l'alcoolisme et la traite des blanches, ainsi qu'a souvent été désignée l'exploitation sexuelle des femmes au début du XXe siècle. Ces diverses croisades ont progressivement entraîné Schomberger dans le mouvement institutionnalisé des femmes, où elle a pris la tête de comités tant au niveau national qu'international, dédiés aux questions de morale sociale. Son action en faveur du droit de vote est née naturellement de là. Elle expliquerait plus tard que beaucoup de gens de notre génération, et surtout de la génération de nos mères, se faisaient une autre idée du rôle social de la femme que celle que nous concevons aujourd'hui. Voilà. Donc, ça va être une des personnes vraiment actives dans les différents mouvements en 1919. Alors, oui, alors ce qui est assez incroyable, en fait, c'est que elles vont arriver à rencontrer le président américain qui, à un certain moment, a inclus dans son discours, il a parlé qu'il fallait que tout soit équitable pour tout le monde. Et donc, elle a saisi ça au bon, ces femmes ont saisi ça au bon pour dire, mais les femmes, elles sont dans tout le monde. Et donc, ce président américain a eu, à un certain moment, c'était David Lloyd George. Ah non, c'était Woodrow Wilson, voilà. Et il y avait le premier ministre anglais, britannique, David Lloyd George, qui était là. Et donc, ce président, à un certain moment, a dit, ça serait quand même bien que ces femmes, comme elles demandent, donc suite à la réunion interne qu'elles avaient, puissent intervenir, être présentes dans le processus de paix. Après, il a émis une réserve en disant « Mais je comprendrais que vous ne soyez pas d'accord. » Ce qui fait que ça n'a pas été validé, sauf qu'elles ont réussi à rentrer dans des commissions. Bon, dans 2 commissions quand même. Dans 2 commissions où il y avait une femme dans chaque commission. Donc vous imaginez au niveau de la représentation, mais c'était un grand pas déjà. Voilà. J'ai dévoré ce bouquin, c'est vraiment génial. Je vous lis un extrait. Sur le chapitre 2, l'hiver de notre mécontentement. La justice raciale dans un nouvel ordre mondial. Au moment où les délégués à la conférence interalliée des femmes, donc c'est la conférence qui se tenait en même temps que la conférence pour la paix, organisée par les Françaises, concluaient leur mission en avril de 1919, d'autres militantes embarquaient dans des trains et des bateaux, se préparant à faire leur entrée sur la scène diplomatique. Parmi elles se trouvait enfin une dizaine d'Américaines conduites par l'intrépide travailleuse sociale et militante de la paix, Jane Addams. Le groupe d'Addams se rendait à Zurich pour la réunion inaugurale de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, LIFPL, une conférence de femmes organisée séparément en réponse aux négociations de paix et ayant délibérément pour objectif d'unir les femmes par-delà les anciennes lignes ennemies. Il faut savoir que la conférence interalliée des femmes, il y avait juste les alliés, les femmes des pays alliés qui pouvaient se retrouver. Et à Zurich, en fait, il y avait les femmes de tous les pays, même les belligérants, Autriche, Allemagne, etc. Donc c'est vraiment... on voit à quel point ça avance comme ça. C'est un bouquin qui est magnifique, qui est pas mal illustré. Je sais pas, j'avais envie d'en lire plein, j'avais mis plein de notes, mais... C'est passionnant. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter ce bouquin. Je vais vous lire le 4e de couverture.
À l'automne 1918, la Première Guerre mondiale à peine terminée, les généraux cèdent la place aux hommes d'État qui doivent définir les termes de l'armistice et ouvrir les négociations de paix. Des femmes politiquement engagées, notamment dans le mouvement pour le suffrage des femmes, n'entendent pas laisser les hommes décider seuls et demandent qu'une délégation soit reçue et admise à la table des négociations alors que doit se tenir la conférence de la paix à Paris. Le refus du président des États-Unis Woodrow Wilson et du Premier ministre britannique David Lloyd George n'entament en rien leur détermination à agir. Les femmes s'organisent entre elles et se préparent à exiger l'égalité des sexes et la justice sociale, ainsi que des mesures pour instaurer une paix durable dans le monde d'après-guerre. La conférence de la paix de Paris suscite une vague de militantisme féminin sans précédent, attirant sur la scène internationale des femmes venues du monde entier pour défendre simultanément la paix, la démocratie et les droits des femmes. Tel est le point de départ de cet ouvrage dont le fil rouge pourrait être que nul ne peut se croire autorisé à parler au nom des peuples tant que les femmes seront exclues de la vie politique des nations, selon la formule de la féministe et suffragiste française Marguerite de Witt-Schomberger. Aujourd'hui, plus de 100 ans après, la lutte pour les droits des femmes dans le monde se poursuit sans relâche. Suivant les traces des pionnières courageuses et audacieuses de 1919, une nouvelle génération pourrait encore trouver le chemin d'un ordre mondial plus juste et plus équitable. Voilà, donc ça c'est aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Moi j'en suis arrivé à la conférence de Zurich, voilà, j'en suis pas loin, hein. Mais je lâche pas quoi. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Voilà. Allez. Euh, allez. Alors, un poète que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert chez Jacqueline. Ah, excusez mon espagnol, hein, c'est Arturo Serrano Pladia. Galop de la destinée. Donc ça, c'est chez Pierre Segers, dans la collection Autour du monde. Et j'ai adoré cette poésie. Donc, il est espagnol. La guerre et l'exil ont marqué sa vie. Pladia est né au cœur même de la Castille, à l'Escorial, en 1909. Il fit ses études à Madrid et son service militaire pendant que tombait la monarchie. Il bénéficia du premier décret de la République absolvant les soldats condamnés pour délits politiques. Pladia publia son premier livre de poèmes en 1934, qui portait le titre prophétique de Exil infini. Membre fondateur et secrétaire de l'Alliance des intellectuels pour la défense de la culture, il s'engagea dans l'armée républicaine dès les premières heures de la guerre civile, participa à la défense de Madrid et termina la guerre dans l'armée de l'Ebre. Il fonda la revue Hora de España et fut secrétaire du second congrès des écrivains. En 1938, il publia L'homme et le travail, qui devait être traduit en français par Emmanuel Robles en 1947. Interné à la fin de la guerre d'Espagne à Saint-Cyprien, il put gagner le Chili puis l'Argentine, où il publia la majeure partie de son œuvre. Signalons en 1942 un recueil de nouvelles, Du ciel et des décombres. Voilà. Donc, je vais vous lire 2-3 poèmes de ce poète que je ne connaissais pas du tout. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi vos lectures, tout ça, puis on en parle juste après. Ici, personne ne pleure. Les mères en Espagne vont toutes vêtues de noir et couvrent leurs cheveux avec des mouchoirs sombres. Ici, personne ne pleure et le courage domine. Et si le sang coule, les larmes sont étouffées. Dans la nuit, en silence, contre les oreillers et la brume épaisse d'un présage nocturne. Une ambiance de nuit ici. Et alors ce bouquin est en bilingue. Voilà. Je ne vais pas du tout vous lire en espagnol. Je vais vous lire Peine de mort et Chaîne perpétuelle. C'est parler de cordes dans la maison du pendu. Au milieu de cette vie, crue comme un hiver, plus libre qu'un désert de sable sans mémoire, je veux m'agenouiller. Je demande la chaîne qui pèse sur mon choix en toute autorité. À tâtons par les libres ténèbres de mon énigme, librement je m'enfonce dans mon dédale désert, et je vais de rêve en rêve, cheminant vers l'entrée de la libre prison, vers mon libre stigmate. La vie est une basse fosse, très solitaire, aux murailles concaves d'où suinte une eau verdâtre.
Elle est bouche et d'un chien sans chien qui mord, son propre néant libre au teint protocolaire. Qui naît vient au monde attaché à sa chaîne de peines libérales et de travaux forcés au poids des années où subi ou compté s'accomplit cet arrêt de chaîne perpétuelle. Être libre seulement, c'est rester sur la rive, en vivant à crédit la liberté et son espoir. Être libre et être seul, c'est brûler dans les flammes de peine consumée, et c'est être en chapelle. Vivre est une peine de mort imméritée. Accusé et convaincu par la juste justice, nous attend la mort bourreau qui, injuste, nous tue et serre le garrot en garrottant la vie. Pris dans ce jugement à sentence préalable, je ne veux pas être libre. Je cherche le cachot. J'appelle d'un cri blessé une loi comme un puits où je puisse me noyer d'amour ou de pieuse obéissance. Ah oui. Votre pain de chaque jour. Un Espagnol presque illettré l'a dit à l'andalouse. Dans ma faim, c'est moi qui commande. Un point, c'est tout. Dans ma faim, à coups de dents, c'est moi qui commande. Dans le pain que je n'ai pas, c'est moi qui commande. Dans ma vie d'homme, c'est moi qui commande. Et dans ma maison de faim, et dans mon homme de faim, et dans ma faim d'homme, c'est moi qui commande. Un point, c'est tout. Afin que tu vois, regarde bien comment on gagne son pain. Un Espagnol presque illettré le dit à l'andalouse. Dans ma faim, c'est moi qui commande, afin que tu vois comment on gagne son pain. Et il gagna sa vie comme on gagne son pain, en journée de faim, à journée de mort, mourant à petits coups d'un trait, pénétrant à cheval dans la mort, sans vouloir descendre de sa faim d'homme, comme un conquistador presque illettré. Affamé comme tous les autres, à l'Andalouse comme tous les autres, c'était comme tous les autres, un conquistador de maigre savoir et de grosse faim. Celui, dis-je, qui dit à l'Andalouse, à l'Espagnol, dans ma faim, c'est moi qui commande. Un point, c'est tout. On ne peut pas. Que doit-on faire? Quelle honte de manger tous les jours et moi je mange. Quelle honte de manger et surtout chaud. Quelle honte de boire, bien que ça ne coûte rien. Et quelle honte de vivre pour autant que ça coûte devant un conquistador, presque illettré. On ne peut pas. Si l'on n'est pas maître de sa faim, on ne peut vivre consciemment. On ne peut vivre si on ne sait qui est le plus impérieux. Si c'est la faim, le pain qui domine l'homme, ou si c'est l'homme qui est le maître de la faim et de la croûte. Que doit-on faire? Je mange, et parce que je mange, la honte me dévore. Car le plus grave délit de l'homme, c'est d'avoir mangé, de ne pas y penser. Les morts en Espagne ne sont morts que de faim, et les vivants sont seulement les plus vifs. En mettant les morts d'un côté et d'un autre les vivants, ce qu'il reste en Espagne, ce sont les hommes qui vivent chaque jour à dure peine, mourant de leur mort, année après année, à demi-mort de faim, et plus que vivants de faim. Ils ne mangent pas, donc ils existent. Ils ne meurent pas, donc ils existent. Ils ne pensent pas, ils ont faim, donc ils existent. Chaque jour leur est volé leur pain, donc ils existent. La mort est leur pain de chaque jour, donc ils existent. Ils ne vivent pas, ils se consument chaque jour, donc ils existent. Donc il existe les Espagnols qui ne pensent pas, loin d'eux cette pensée, cela donne à penser, que l'on peut manger tous les jours. De tradition, messieurs, de tradition, l'Espagne a faim. Donc, elle a faim de siècle, messieurs, très grands messieurs. L'Espagne a faim d'époque solaire, une faim de tradition, une fringale de présent, un appétit insupportable de futur. Voilà. Arturo Serrano Pladia, Galop de la dessinée, aux éditions Pierre Segers. Voilà. C'était la petite collection Autour du monde, qui est vraiment très très belle.
Bon, alors vous allez bien? Est-ce que vous avez déménagé vous aussi? Non, je sais pas. Vous avez lu des choses, des belles choses? Moi, j'ai pas lu grand-chose en fait. Un petit peu de poésie. Ce bouquin-là sur les éditions des femmes que j'ai trouvé vraiment artisane de la paix, vraiment magnifique et que je vais continuer. Et puis voilà. Et puis, allez, petit bouquin. Euh, Queneau et ses 8 chiens. C'est un bouquin très sympa, hyper sympa, aux éditions des Grands Champs. Donc j'ai la chance de diffuser l'édition des Grands Champs en Suisse. Et j'avoue que c'est un éditeur qui me plaît beaucoup. Ils avaient fait paraître un bouquin qui s'appelait Femme animale, qui était un petit bouquin un petit peu dans le même petit format comme ça, un petit peu plus petit même, sur le lien entre les animaux et les femmes. C'est toujours très, très illustré. Et là, on a pas mal de photos de Queneau, de sa correspondance aussi, euh, la correspondance où il dessine ses chiens. Euh, c'est vraiment, c'est assez drôle parce qu'en fait, là, on va partir avec, on, on va traverser la vie de Queneau avec ses chiens. Et c'est vraiment très sympa avec ses 3 chiens. Donc, euh, alors, qu'est-ce qu'il a eu comme chien? Où est-ce que c'est? Je crois que c'est marqué. Euh, voilà. Il a eu un loulou, un cocker et un shih tzu. Voilà. Dans l'ordre. Le shih tzu est resté après lui. Et voilà. Et c'est vraiment assez amusant. On a toute la relation de Queneau avec les chiens. Il y a une photo qui est assez marrante. Une photo qui est assez marrante. Voilà. Ça, c'est lorsque Queneau a eu le Goncourt. Voilà, il s'est fait prendre en photo comme ça avec son loulou, donc son premier. Euh, C'était un peu la photo originale. Alors, je vais vous lire un petit poème de Queneau. Voilà. L'arbre qui pense, les pieds dans sa grille, à quoi pense-t-il? Oh ça, mais, oh ça, mais, à quoi pense-t-il? Le chien qui pense, la patte en l'air, que pense-t-il? Ah ça, mais ça, à quoi pense-t-il? Le pavé qui pense, le ventre poli de pas, que pense-t-il? Ah ça, oh, mais ça, à quoi pense-t-il? Ciel, toits et nuages? Voyez-moi là tout en bas qui marche et qui pense à l'arbre qui pense, au chien, au pavé. Oh, ça. Mais à quoi pense-t-il donc? À quoi pense-t-il donc? Ah, c'est un petit bouquin hyper sympa. Voilà, j'ai passé vraiment un bon moment, puis je suis content de bientôt le trouver en librairie, parce que je crois il est paru maintenant. Voilà. Allez, vous êtes pas bavard hein, ce soir. Je pose peut-être pas les bonnes questions, mais n'hésitez pas si vous avez envie de parler d'autre chose. Euh, je m'arrête et je vous laisse parler. Il faudrait qu'on arrive à faire des trucs où on peut se parler à plusieurs. Allez, toujours de chez Jacqueline, toujours chez Segers. Autour du monde, Yanis Ritsos. Témoignage. Cet auteur qu'elle m'a fait découvrir et que je suis fan maintenant. Les maçons. Vous connaissez ces maçons qui le sont d'instinct, ces autres qui le sont par métier, ceux qui le sont pour se venger de la mort, ou ces autres encore qui le sont par conscience et résolution? Et tous, quels qu'ils soient, s'arrêtent de temps à autre. Ils essuient à leurs pantalons leurs mains pleines de choux. Ils essuient leurs sueurs et ils pleurent. Leurs yeux, ils ne les essuient pas. Pourtant, grâce à cela, le mortier lit mieux. Et voilà qui mène plus loin que leur projet. C'est pourquoi le soir, tous les maçons rêvent à ce plus loin,
inconnue et vague. Et chaque matin, ils bâtissent mieux l'ici. C'est splendide, hein, c'est vraiment... j'adore vraiment. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Élaboration. Jour après jour, il se désarmait. Il ôta d'abord ses vêtements, puis ses sous-vêtements, puis il ôta sa peau, puis sa chair et ses os. Au bout du compte, il ne lui resta plus que cette pure, simple et chaude substance, là, seul, inapparent, sans main, il en façonnait des petites cruches, des poèmes et des hommes, et peut-être était-il l'un d'entre eux, lui aussi. Élaboration, c'est splendide. Allez, petite dernière de témoignage de Yanis Ritsos. Derrière l'oubli, la seule chose palpable qu'il resta de lui fut sa veste. On l'accrocha là-bas dans la grande armoire. Elle fut oubliée. Entassée au fond par nos propres habits d'hiver et d'été, chaque année nouveau pour les nécessités nouvelles. Jusqu'à ce qu'un jour, elle nous frappe à l'œil, soit par son étrange couleur, soit par sa coupe à l'ancienne mode. Sur ses boutons demeuraient 3 paysages ronds uniformes. Le mur de l'exécution, avec 4 trous, et tout autour, notre remords. Voilà, témoignage de Yanis Ritsos aux éditions Pierre Segers. Et ça, c'est une édition de... c'est 1960... Je sais pas où lumière, en fait, ici. 66. Alors, on continue avec Jacqueline, hein, on est bien parti. Je ne vais pas faire de piqué-lu aujourd'hui. Donc, piqué-lu, pour celles et ceux qui ne savent pas, je prends un bouquin derrière, ou je pourrais le prendre par terre, enfin. Je ne regarde pas, j'en lis un extrait. Si vous trouvez ce que c'est, je vous envoie un bouquin. On voit ensemble ce que vous avez envie de lire, ce que vous aimez et tout ça. Pas obligatoirement les bouquins l'extrait que j'ai lu. Mais là, les bouquins ne sont pas rangés du tout, donc pas facile. Allez, on retourne chez Jacqueline avec Orphique par Pierre-Emmanuel. Et ça, c'est une magnifique collection Métamorphose chez Gallimard. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection, mais c'est vraiment splendide. Et Pierre-Emmanuel est un poète qui a bien longtemps que je n'avais pas lu. Et je vais vous lire juste In Tenebris. Arthur Laurier. Quand la musique de mes yeux se sera tue, quand mon ombre décèlera le jour de pierre, quand mes mains ne feront plus obstacle aux nuées, quand mon oreille aura son lit parmi les astres, quand les cieux oubliés ma bouche ensableront, alors l'amère lassitude du néant, ayant quitté ce corps qu'elle avait fait pesant, et jusqu'à l'inanition, après des âges d'usure contre Dieu absent et de désir de froid et résistant mouvement vers l'absurde, centre vertigineux de la douleur ignée, ce corps qui gravitait, satellite des morts, dans l'ordre rigoureux, tracé en pure gloire par rien, et qui jamais ne fut écrit en rien. Alors, la lassitude illustre d'être un moi, appareil de somptuaire ennui et de limites mécanisant de l'œil et du geste le ciel, s'évanouira dans l'aube tendre de son vide qui l'enveloppe et la pénètre et la soutient. Car tout est vu de l'intérieur par son absence, tout prend en se niant sa forme la plus nue, qui seul comprend Dieu. Ce monde que je fus avare, sans un vent de fraîcheur, sans un arbre, ce poids en Dieu de la détresse de mes morts, jamais il n'inclina vers lui les douces larmes, jamais il ne défigura le front du ciel, jamais, ô nom terriblement muet du monde, que je fus, qui ne fut jamais,
car je est mort, et que reprenne la musique d'autres yeux, qu'une autre ombre voilée de jour mûrisse l'aube, que d'autres mains jouent de la laine des nuées, qu'une autre ouïe s'éveille au chant de nouveaux astres, que d'autres lèvres soient humectées de cieux marins. Quelle âme sans miroir, privée de tout, illimitée par sa mort même, envahie d'une angoisse douce les miroirs, et presse les tièdes ruisseaux de primevère, dans le matin sans âme et plein de Dieu, qu'un vers bouleversant salue. Voilà, Pierre-Emmanuel, Orphique. Ah oui, alors Yanis Ritsos, la Eura, c'était témoignage. Mais j'ai pas de. Ah oui, c'est marqué. En fait, j'ai pas trouvé de source de témoignage du tout. Voilà. Un éditeur aussi de Pan Sérendip où je travaille, un bouquin qui vient de sortir, qui est, on parle beaucoup d'un pays qui s'appelle l'Ukraine actuellement, mais il faut savoir qu'il y a des pays comme la Birmanie où c'est terrible ce qui se passe, et il ne faut pas oublier. Et ce livre-là est fait pour ça en fait. Hein. C'est un ouvrage avec des textes, des photos, de poètes, de photographes, d'écrivains, soit emprisonnés, soit décédés, soit encore libres. Et ce livre est écrit en birman et en français. Voilà, c'est une édition bilingue. Et ça s'appelle Printemps birman, Burma Spring. Par contre, en birman, je ne pourrais pas vous dire comment ça se prononce. Je ne sais pas du tout. C'est très joli en tout cas. Et c'est aux éditions Héliotropisme. Et je vais vous lire deux textes. Survie, par Ketty, 1976-2021. Je ne veux pas être un héros. Je ne veux pas être un martyr. Je ne veux pas être un lâche non plus. Je ne veux pas être un fou téméraire. Je ne veux pas être quelqu'un d'insipide. Je ne veux pas avoir honte de moi-même. J'ai connu la liberté d'expression dont la langue a été coupée. J'ai vécu les droits de l'homme en prison. J'ai survécu pendant ces jours stériles. Nous voulons en finir par nous-mêmes avec notre enfer. Je ne veux pas être un politicien superficiel. Je ne veux pas être un poète rêveur. Je ne veux pas soutenir l'injustice. S'il ne me reste qu'une minute à vivre, je veux la vivre avec la conscience tranquille. Ketty est née dans la région de Sagaing, l'un des noms familiers de la poésie birmane contemporaine. Arrêtée à Chouebo par les forces de l'ordre le 8 mai 2021 et torturée à mort dans les 12 heures suivant son arrestation. Vous avez énormément de photographies. C'est vraiment splendide. C'est vraiment un très très beau livre. Et les poésies sont vraiment très, très puissantes. Printemps, Ngaba. Printemps, arrêté. Transformé en hirondelle. Hirondelle, encagée. Transformé en clameur. Clameur, étouffé, transformé en paysage. Paysage, masqué, transformé en lieu. Lieu clos, de force, transformé en rêve. Rêve, issu de notre sommeil empêché, transformé en carte. Carte, détruite, transformée en mémoire. Mémoire, effacée, transformée en chemin. Chemin, bloqué, transformé en jambes supplémentaires. Jambes brisées, transformées en ailes.
Elle coupée, transformée en brise, brise capturée, transformée en tempête, tempête emprisonnée, donne vie à des descendants. Ces descendants sont nos souffles des hirondelles, entrant et sortant de nos narines à chacune de nos respirations. Ngaba, personnage de fiction symbolisant le précariat, nom de guerre d'un célèbre poète birman. Voilà. Printemps birman aux éditions Idiotropisme. Ouais, magnifique. Alors, il y en a plein derrière en fait. Hein. J'ai vraiment une petite sélection comme ça. C'est incroyable, il y a des trucs. J'adore parce que là, ce qui était hyper intéressant quand même, c'était ce déménagement. Je vous en avais parlé. Et maintenant, j'en suis dans l'aménagement. Donc, il y a, il y a quoi? Il y a 80 cartons devant moi qui sont vides, qui sont ouverts. Puis il en reste quelques-uns quand même. Donc voilà, ça va être déjà vider tous ces cartons et puis après se dire on fait comment. Alors là pour l'instant, moi j'ai mis voilà, c'est les livres de Jacqueline qui sont là. Là c'est les livres que je diffuse pour certains. La collection de Mabankou en poésie, la collection Poésie Segers, Whitman, voilà. Et puis tout en haut, hop, là, si je monte encore, hop, là, hop. Là, il y a la collection Poésie Segers qui est là. Voilà. Là, vous avez les. Qu'est-ce que c'est? Par là. Bien des éditions Voix de Garage qui sont là. Voilà. Il y a des choses dont je vous ai parlé, et puis d'autres dont on va parler prochainement. Alors, je continue avec Jacqueline. Je suis revenu de Paris avec tout ça, vous vous rendez compte? Le bonheur de partager ça avec vous. C'est vraiment chouette. C'est des textes en fait qui sont vraiment pour moi des textes de référence. Et je dis à Jacqueline, écoute, j'aimerais bien relire Mallarmé, tu vois, à faire nos rencontres autour de Whitman, autour de Feuilles d'herbe. Et puis, on avait déjà parlé avec Paul, Jim, Maxime et Jacqueline de Mallarmé. Et là, ah oui, puis il y a la lecture de Velon aussi, d'Yves Velon, qui fait que je me suis dit, ah mais j'ai vraiment envie de relire Mallarmé. Enfin, de lire Mallarmé, parce que j'ai jamais vraiment beaucoup lu Mallarmé. Et là, Jacqueline me sort les poésies de Mallarmé, édition complète. Voilà, toujours dans cette même collection magnifique chez Gallimard. Le Guignon. Au-dessus du bétail ahuri des humains, bondissaient en clarté les sauvages crinières des mendieurs d'azur, le pied dans nos chemins. Un noir vent sur leur marche éployée par bannière, la flagellée de froid, telle, jusque dans la chair, qu'il y creusait aussi d'irritables ornières. Toujours avec l'espoir de rencontrer la mer, il voyageait sans pain, sans bâton et sans urne, mordant au citron d'or de l'idéal amer. La plupart râla dans les défilés nocturnes, s'enivrant du bonheur de voir couler son sang. Ô mort, le seul baiser où bouge taciturne. Leur défaite, c'est par un ange très puissant, debout à l'horizon, dans le nu de son glaive. Une pourpre se caille au sein reconnaissant. Ils têtent la douleur comme ils têtaient le rêve. Et quand ils vont rythmant des pleurs voluptueux, le peuple s'agenouille et leur mère se lève. C'est splendide, hein. C'est drôle parce que Mallarmé, il y a vraiment des formes d'écriture qui me semblent tellement différentes. Ce qu'on avait vu avec c'était Jim et Paul, ce qu'on avait vu, c'était vraiment très différent de ça. Renouveau. Le printemps maladif a chassé tristement. L'hiver, saison de l'art serein, l'hiver lucide, et dans mon être à qui le sang morne préside, l'impuissance s'étire en un long bâillement. Des crépuscules blancs tiédissent sous mon crâne, qu'un cercle de fer serre ainsi qu'un vieux tombeau, et triste, j'erre après un rêve vague et beau, par les champs où la sève
immense se pavane. Puis je tombe énervé de parfums d'arbres, là. Et creusant de ma face une fosse à mon rêve, mordant la terre chaude où poussent les lilas, j'attends en m'habillement que mon ennui s'élève. Cependant l'azur rit sur la haie et l'éveil de tant d'oiseaux en fleurs gazouillant au soleil. C'est magnifique. Puis je tombe énervé de parfums d'arbres, là, et creusant de ma face une fosse à mon rêve, c'est waouh, mort dans la terre chaude, pousse les lilas, c'est extraordinaire, c'est vraiment, en fait il va falloir que je dise Mallarmé, mais à voix haute, c'est pas possible à voix basse en fait. Quand une phrase comme ça, une telle phrase, on la lit comme ça, on passe dessus, et puis on ne découvre pas. Tiens, je vais, en parlant d'oralité, on va prendre quelques bouquins de Chicago pour Louis-Philippe d'Alembert, que je trouve magnifique aussi. Dans l'oralité, c'est... Donc ça, c'est Louis-Philippe d'Alembert, ses îles de Placelle et autres poèmes, dans la collection Point Seuil, chez Point Seuil. Îles en chœur. Nous avons longtemps chanté sur des esquives de lune, dansé, ri, puis copulé à l'appel du sable. Au soir des marées, en vain, nous avons chanté devant une mer de papier qui n'avait plus souvenance de son identité saline. Dis-nous le vent au large du canal, geôlier de nos rêves marins. Dis-nous la tendre réalité du pain chaud dans nos yeux d'île. C'est beau. Allez, j'en ai pris 3 au hasard. Vous suivez. Ils ne sont pas classés du tout. Donc c'est 3 comme ça. Et là, c'est Aimé Césaire. Ouais, Aimé Césaire. Ah ouais, alors celle-là, je vais essayer. Je l'ai lu, mais j'ai lu qu'à voix basse. On va essayer. Mot de passe. Zélande. Je me mets au diapason. Zélande, qui ne me donne jamais que le temps de ranger dans l'armoire de ma gorge tous les mots par lesquels j'avais pris des jours au piège d'un calendrier sans viscère. Zélande au fond du naufrage. Zélande avec autour un sol jonché de carapaces. Zélande à la rosace de zynia. Zélande s'il vibra-t-il de l'innocence. Zélande dont les yeux sont une montre arrêtée sur une heure illisible. Zélande, tempête mal lassée de noir sur le feu de la terre. Zélande, mot de passe. Zélande, hippobroma. Zélande, concurrence d'antipodes. Zélande, ne m'interroge pas. Zélande, je ne sais plus mon nom au matin rouleur de la première force de la première épave de la dernière aurore. Nos dents feront le bond d'une terre au haut d'un ciel de cannelle et de girofle. Tu ouvriras tes paupières qui sont un éventail très beau, fait de plumes rougies de regarder mon sang battre, une saison triomphante des essences les plus rares. Ce sera tes cheveux, ballant au vent puéril la nostalgie des longues canéfisses. Waouh. C'est... Waouh, c'est mot de passe, hein. C'est beau. Question préalable. Pour moi, qu'on me serre la jambe, je rends une forêt de lianes. Qu'on me pende par les ongles, je pisse un chameau portant un pape et je m'évanouis en une rangée de ficus qui, très proprement, enserre l'intrus et l'étrangle dans un beau balancement tropical. La faiblesse de beaucoup d'hommes est qu'ils ne savent devenir ni une pierre, ni un arbre. Pour moi, je m'installe parfois des mèches soufrées entre mes doigts de boa, pour l'unique plaisir de m'enflammer en feuilles neuves de poinsettia tout le soir, rouge et vert, tremblant au vent comme dans ma gorge, notre aurore. Voilà, c'était Aimé Césaire, Ferment et autres poèmes, dans la collection Point Seuil. Voilà. Et puis, petit dernier, donc, c'est aussi Césaire. C'est Cadastre suivi de Moi laminaire.
Voilà. Euh, alors, si vous voulez les références de ces livres-là, en fait, sur mon site, euh, maintenant, je mets les sources. Donc, il y a 2 pages sur mon site parce que euh, euh, il n'y avait plus de place sur la première page, donc j'ai recréé une deuxième page Twitch. Donc, elles sont datées. Il y a une page, mais vous allez sur le site, il y a plein de choses. Et donc, maintenant, je mets toutes les sources des livres que j'ai lus ou des livres dont vous avez parlé, que vous avez aimé, que vous avez envie de partager. Et je les mets également. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir. La vidéo, de toute façon, elle est en ligne, elle sera en ligne demain matin sur le site. Voilà. Mais avant, journée, pour me distraire. Vais-je prendre en charge encore cette journée? Pour me distraire à mon ordinaire, je bâtis. Quelques chicots, il ne reste plus que cela de dur. Quelques oiseaux au-dessus de la merde, quelques crachats. Et c'est une ville harassée de nuages que mégote goguenard le museau d'un volcan inattentif. Voilà. Et puis, voilà, de Paris, action poétique, Palestine, poète aujourd'hui. Donc ça, c'est un numéro qui date de décembre 2004. Et dedans, vous avez plusieurs textes autour de Rimbaud, le dossier donc Palestine, poète d'aujourd'hui, avec Mahmoud Darwish, Othman Hussein, Walid Atsek, Donia El Amal Ismail, Somaya El Souz, Naiwan Darwish, Anne Brunswick, avec les traductions et versions françaises de Hassan Tahabad et Jean-Charles de Paul. Et vous avez également des textes de Rifat Salem, Claudie Lanzi, Philippe Beck, Jean-Baptiste Parra, avec du beau monde quand même, Daniel Biga, Arnaud Caléja, Kiko Meko, et il y en a plein que je connais pas. Mais voilà, c'est hyper intéressant comme revue. Et je vais vous lire ce texte que j'ai trouvé splendide. C'est de Najwan Darwich, et ça s'appelle Tout, T-O-U-X, dans des galeries obscures. C'est la version française de Jean-Charles de Paul. La musique n'a aucun effet. Les disques sont des carcasses froides. Quelqu'un d'autre le sait-il? Les musiciens sont tous des mendiants. Décrépitude. Ils crachent les uns sur les autres, ils boitent dans les bourgs à l'abandon. Et les chanteuses. L'hirondelle voyageait dans leur voix, sans revenir. Putain, qui tous dans des galeries obscures. Et les poèmes suggestifs, quand je récite les premiers vers, tombent sur moi en poussière comme une momie sortie de son caveau. Et si je me souviens des amis, je sombre dans l'obscurité, que les chauves-souris des caves battent des ailes autour de moi depuis des siècles, dans les siècles des siècles. Et pour cela, unique ami, moi, tu ne te taperas pas une chanteuse d'opéra. Tu ne courras pas nu à travers le bourg, ne pourras te tuer pour te reposer ensuite. Tu marches en fredonnant une chanson sans aucune signification. La vipère de tentation, celle qu'on maudit les mythes et condamné les livres, est très bonne et pauvre comme une veuve, dont le mari n'est pas encore mort et brisé comme un pied de vigne. Je l'ai rencontrée par hasard il y a 2 jours. D'abord, je ne l'ai pas reconnue, elle m'a lu son court récit. À la fin, elle a versé une unique larme. Point final. Je lui ai offert de la soupe de la veille, lui ai donné un peu de monnaie, je lui ai dit « Dieu soit avec toi ». Tu es devenu vieux très tôt. Pour cela, tu précèdes tes contemporains et tu abrèges ta route. Chaque jour, tu prends un nouveau livre. Tu lis juste 40 pages et tu abandonnes le livre sur une étagère. Tu le laisses en suspens, comme les épouses des rois.
Tu es vraiment stupide d'envisager de partir. Tu n'as pas encore compris qu'il n'y a pas de différence entre ta patrie, divisée comme une bergerie, et celles qui sont clôturées comme des pâturages. Tu sortiras de Sodome pour être accueilli par Gomorrhe. Cuisses ouvertes, porte d'une citadelle abattue. N'avoue ton secret à personne. Les gens riront de toi très fort, s'ils savent que tu es venu en retard, comme d'habitude, et que tu as trouvé poème clos. Voilà, et puis une petite dernière, toujours de Darwich, séducteur de langue. Je suis un réfugié de Crète. J'exerce le métier de buveur de thé, à la menthe, les jours d'été, à la sauge, les nuits d'hiver. Et chaque fois, une langue m'accueille. Je me réfugie entre les bras de sa sœur, jusqu'à ce que je sois un séducteur de langue. Je suis un réfugié de Crète. Je n'ai que des chansons que j'ai oubliées et quelques souvenirs. La voix de ma mère est une poignée de sel, une larme de mon père est une plume d'oiseau. Et des balançoires pour des enfants qui se sont égorgés eux-mêmes, je vous expose tout ceci, en échange de quelques sous, d'une tranche de pain. Je suis un réfugié de Crète. Ça, c'est traduit de l'arabe par Jalal El Armaoui avec la collaboration d'Henri Leluy. Voilà. Et ça, c'était le numéro 178 d'Action Poétique. Voilà, écoutez, j'étais très content de redémarrer ces Twitch. J'étais pas sûr que ça puisse marcher parce que il y avait un problème de connexion. Et puis, ouais, tiens, on va finir par ça. On va reprendre les bonnes habitudes. La statue de Condillac retouchée. Il y a tellement longtemps que je l'ai pas retouchée. On en était où? Alors c'est un petit peu, c'est un rite, hein, même, enfin je sais pas, c'est un rite, mais c'est une habitude que j'ai prise. À la fin de chaque Twitch, je lis un petit passage de la statue de Condillac retouchée de Yves Veland, et je trouve que c'est totalement fabuleux. J'y vais. Donc si vous voulez suivre l'histoire, dans les vidéos qui sont sur mon site, vous avez une vidéo qui est intitulée, où il y a le fait que je démarre ces lectures. Donc après, vous allez sur les 5 dernières minutes, en gros c'est à peu près ça, ou 3 dernières minutes, parce que c'est un peu assez une écriture exigeante, et donc je ne veux pas en lire beaucoup. Le flux. La preuve, c'est que j'ai une vague mémoire. La dernière chaîne, c'était mes droits, ainsi appelé par moi. Recommencer le moins possible. Est-ce même moi qui l'ai appelé ainsi? Les choses se sont engendrées, installées. Elles sont là. Ne pas leur chercher des raisons qui se sont perdues. Les tracer telles quelles. Mes droits. Parce qu'elle dit toujours, c'est mon droit, j'ai autant de droits. À Cannes, par exemple. Ne pas recommencer tout de suite. Transcrire platement, ce ne serait pas si mal. Je les laisserai tourner après. Le livre sera expédié. Avec MD, j'essaie de faire semblant de commencer. Mes droits. Femme de l'étrécie, lequel? Non. Mes droits. Grande garce. Son appétit incomblable. Donc, c'est la figure de l'aliénation qui est une idée. Donc, l'idée transparaîtra peut-être. Donc, continuez de feindre le commencement. je suis toujours complètement ébahi par ce texte. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, j'entends les cloches de l'église. Je ne sais pas si vous les entendez.
Ouais, moi, je trouve ça sympa. Je vous souhaite une belle soirée, et puis je vous dis à mardi prochain, et puis voilà. Et puis merci à toutes et à tous, et puis ouais, revenez mardi prochain, et puis pensez à partager aussi ce que vous lisez, ce que vous avez, quelqu'un qui vous a parlé d'un bouquin. Moi, je suis très curieux, donc voilà. Je vous embrasse. Allez, salut.